Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h. Voici les titres. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présenté ses condoléances à la famille du petit Bouba. Ce dernier, âgé de 4 ans, a été enlevé et assassiné. Pour Dominique Ouattara, cet acte ne doit pas rester impuni. La deuxième phase du projet filet socio-productif a été lancée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Jean-Claude Kouassi à Boundiali et Katiola. 20 000 ménages vont bénéficier d'une allocation trimestrielle pendant 3 ans. Au Burkina Faso, dans la nuit de samedi à ce dimanche 4 mars à Ouagadougou, un groupe a tenté de forcer un barrage non loin de la présidence. 2 des assaillants se sont enfuis et un 3e a été capturé avant d'être finalement abattu. Bienvenue dans cette édition. Elle est allée exprimer sa compassion à la famille éplorée, celle du petit Aboubakar Siddiq dit Bouba, enlevé puis assassiné le samedi 24 février dernier. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue au domicile du défunt où elle a présenté ses condoléances. Pour elle, ce crime odieux ne doit pas rester impuni. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolin. Elle ne peut pas être insensible à l'assassinat du petit Bouba. Elle qui fait de la cause des enfants l'un de ses chevaux de bataille pour ses actions de bienfaisance. Il est environ 17h ce dimanche quand la première dame de Côte d'Ivoire arrive au domicile des membres de la famille affligés par la perte brutale et atroce de leur garçonnet. Madame Dominique Ouattara vient leur témoigner sa solidarité dans cette épreuve. Se disant particulièrement touchée par ce drame, la première dame de Côte d'Ivoire, sans détour, veut que cet acte ne reste pas impuni. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu, dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux. Et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. Cette visite de la première dame à la famille éplorée a été un moment de recueillement et de prière pour le repos de l'âme du petit Bouba, comme le veut la tradition. En guise de soutien, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert une enveloppe de 4 millions de francs CFA à cette famille. Avant de prendre congé, elle a salué les tout-petits du quartier qui la réclamaient, comme quoi la présidente de Children of Africa reste la maman de tous les enfants en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. 7 femmes ont, elles, perdu la vie le 3 mars 2011 à Abobo lors de la crise post-électorale alors que se déroulait une marche pacifique. 7 ans après, cette date a été commémorée par les parents des victimes, des cadres du Rassemblement des Républicains et le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné. Retour sur ces moments avec Moussa Konaté. Le 3 mars 2011, 7 femmes ont perdu la vie ici, au rond-point du Bankou, dans la commune d'Abobo. Elles participaient à une marche pacifique lors de la crise post-électorale. 7 ans après, les parents des victimes et le Rassemblement des Républicains se souviennent encore de ces femmes martyrs. Ce sont des moments de souvenir, des moments qui réveillent de la tristesse dans nos mémoires. Mais c'est également des moments de recueillement, des moments que nous saisissons pour dire aux familles, pour dire aux voisins, pour dire à la communauté que le RDR ne peut pas oublier ses victimes. C'est toujours le même souvenir, mais seulement qu'il faut pardonner. Bon, c'est vrai, d'aucuns disent que ce n'est pas les seuls qui sont morts, mais nous, c'est nos enfants. Nous, on doit les célébrer chaque année. Même si c'est chaque jour, on doit les célébrer. Une cérémonie marquée par une lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de ces défuntes. L'État de Côte d'Ivoire demeure toujours aux côtés des familles des victimes. La commémoration du rappel à Dieu de nos victimes, nos 7 martyrs, mais également de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, n'est pas une commémoration de trop. C'est un rappel au souvenir
C'est un rappel au pardon. C'est un rappel à la tolérance. C'est un rappel pour indiquer que la haine, la violence conduisent à des dégâts qui sont parfois irréparables. Nos sœurs ont disparu à jamais. Elles ne reviendront plus. Elles ont laissé derrière elles des familles inconsolables. Parmi ces femmes disparues, 4 ont laissé 7 enfants qui bénéficient de prise en charge scolaire. Ils seront inscrits sur la liste des pupilles de l'État. Le Burkina Faso, vainqueur de la 3e édition de la Coupe panafricaine des débats. Ce pays a remporté le trophée Dominique Ouattara en présence du ministre Bakayoko Liramata, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, et Dioncounda Traoré, qui représentait la première dame du Mali. Des étudiants venus de 8 pays de l'UEMOA étaient en compétition autour du thème « L'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts ». Le point de Sephora Zegui et Herman Guivé. Le Burkina Faso, grand vainqueur de la 3e édition de la Coupe panafricaine des débats, dénommée COPAD. Sur la question « L'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts », le pays des hommes intègres répond. Pendant longtemps, nous avons laissé l'Afrique entre les mains de personnes qui se disaient fortes. Mais malheureusement, homme fort égale coup d'État, homme fort égale modification de la Constitution. Monsieur le Président, l'Afrique est fatiguée de ça. 50 minutes ont suffi à Fabius et ses amis pour convaincre le jury que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a félicité les étudiants des 8 pays participants pour leurs brillantes prestations. Ce sont des grands hommes comme vous dont l'Afrique a besoin pour impacter positivement son développement. Vous avez fraternisé, vous avez tissé de nouveaux liens et de nouvelles relations. Vous avez acquis de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Votre participation à cette compétition de haut niveau vous confère davantage de responsabilités. Responsabilité vis-à-vis de vous-même quant à votre promotion future. Dioncounda Traoré, ex-président du Mali, a réitéré les encouragements de la première dame de son pays à la Côte d'Ivoire et aux jeunes débatteurs. Vous avez visité l'histoire et vous vous êtes évertué à nous montrer, au cours de vos échanges, que la richesse de certaines nations, de certaines cultures, ont été forgées d'abord par des leaders à poigne, déterminés, se fixant un cap et se donnant les moyens pour l'atteindre. L'histoire nous a souvent montré des hommes dits forts qui, en une fraction de seconde, ont été balayés par la volonté du peuple et sont devenus très faibles. Où était donc leur force? Les 2e et 3e places reviennent à la Côte d'Ivoire et au Togo. Des ouvrages ont été offerts à toutes les équipes pour leur permettre de préparer l'édition 2019 de la COPAD. Mettons le cap sur Bundiali et Katiola, où le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a lancé la 2e phase du projet Filet socio-productif, un projet qui vise à soutenir les ménages les plus pauvres. 20 000 ménages sélectionnés dans 8 régions du pays vont bénéficier d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA pendant 3 ans. Soro Corona. 36 000 francs CFA. Une allocation trimestrielle qui sera désormais versée à Conéjac pendant 3 ans. Une aide de l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir les ménages jugés plus indigents parmi les pauvres. Jacques fait partie des 20 000 bénéficiaires de la 2e phase du projet Filets sociaux productifs. Cet argent que j'ai reçu, je vais commencer par un champ de manioc. Avec les champs de manioc, je pense que ça peut m'aider beaucoup. La 2e phase de ce projet social cher au président de la République, Alassane Ouattara, a été lancée dans les régions de la Bagoué et du Hambol. Ces 20 000 nouveaux bénéficiaires portent à 35 000 le nombre d'ayant droit à cette aide monétaire. À Bundiali et à Katiola, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République et à la Banque mondiale. Je remercie beaucoup le président Alassane, même la Banque mondiale aussi, ainsi les autres. Tout en situant les enjeux du projet Filets socio-productifs, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a exhorté les populations à l'utilisation rationnelle des 36 000 francs CFA. Jean-Claude Kouassi a aussi annoncé que les 35 000 bénéficiaires verront leur cotisation de la couverture maladie universelle prise en compte par l'État. Il s'agit à travers ce projet de donner la chance
à ceux qui ont moins de possibilités que nous d'améliorer leurs conditions de vie. Mais eux, ils seront soignés gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Pour un meilleur suivi des bénéficiaires, des engins à 2 roues et des équipements ont été remis aux directions régionales. Le projet filiaux socio-productif est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Le projet prend fin en 2020. Les élèves du lycée moderne de Divo dans le Lodjibois ont été outillés en matière de développement des compétences personnelles. C'est une initiative de l'ONG One Hope qui les a édifiés sur la voie à suivre après les années école. Moussa Konaté. La classe de terminale, dernier niveau d'apprentissage scolaire secondaire, étape où l'on passe le baccalauréat pour entamer des études supérieures ou même une carrière professionnelle. Mais pour de nombreux élèves, difficile de savoir où aller et que faire après la terminale. Très peu d'élèves ont de très grandes ambitions. Le plus souvent, lorsqu'ils sont en terminale, ils cherchent à avoir le bac et juste après le bac, ils cherchent à faire un petit boulot. C'est-à-dire, ils commencent à se chercher un peu. Or, ils ont tout un potentiel. Ils peuvent aller plus loin que ça. Le rêve de devenir quelqu'un ou exercer un métier plus tard. Comment définir des objectifs pour y arriver? Une question abordée au cours de cette conférence à l'endroit des élèves des lycées modernes 1 et 2 de Divo. Une initiative de l'ONG One Hope. Les éléments qu'il faut faire, à savoir, premièrement, c'est qu'il faut valoriser le temps. Deuxième chose, il faut travailler durement, réfléchissant profondément. La troisième chose, c'est qu'il faut prioriser les relations humaines. La quatrième chose, il faut accroître ses connaissances. Et puis la cinquième chose, c'est qu'il faut développer des idées en termes de projets. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut avoir la foi et la garder. Voilà tous ces éléments que j'essaie de résumer pour traduire ça aux jeunes gens. Le rêve est permis à tout le monde. Tout le monde a un rêve, mais comment atteindre ce rêve-là, c'est ça qui était le point le plus difficile. Et je pense qu'il a pu nous éclairer sur ce point. Et après le bac, il y a d'autres défis à relever, mais je pense que je peux tenir. J'ai choisi mes matières de base comme SVT, maths, physique et renforcer dans ces matières pour pouvoir réussir mon objectif, être informaticienne. Pour mieux affronter les réalités après le baccalauréat et réaliser son rêve, il faut se préparer dès à présent. Message bien perçu par les apprenants. Ils sont également encouragés à travers des dons. Les meilleurs élèves des classes de terminale du premier trimestre ont été récompensés. Des anciens jeunes de la rue, appelés dans le jargon ivoirien Zigueyi, sensibilisent les enfants en conflit avec la loi. C'est le résultat de la stratégie mise en place par le député Zié Koulibaly Daouda, une façon de lutter contre la délinquance juvénile. Michel Digri. Ils ont grandi dans les rues d'Abidjan avec comme dénominateur commun violence, bagarre et autres infractions. Aujourd'hui, adultes, ces dérives ne sont que de lointains souvenirs. Eux, ce sont les Zigueyi. Ils sont désormais mis en mission par le député de Yopougon pour sensibiliser les enfants en conflit avec la loi et les aider à se resocialiser. Quand on parle des Zigueyi, on parle des anciens de la rue. Or, quand on parle des phénomènes actuels, on parle des phénomènes qui se passent dans la rue. Donc, qui il faut coopter, qui il faut approcher pour aller vers ces éléments de la rue. Et bien évidemment, c'est les anciens de la rue. Au-delà de la sensibilisation, cette resocialisation se fera également par une nouvelle discipline sportive. Nous voulons reconstruire une nouvelle chaîne d'amitié avec la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de Yopougon, sur les questions de non-violence et élever, n'est-ce pas, dans l'esprit de la jeunesse de Yopougon et de la jeunesse en particulier, les notions de paix, de cohésion, de pardon, de fair play, pour qu'à partir de Yopougon, le Sagbali soit une nouvelle discipline qui attire tous les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Cette initiative du député Zié Koulibaly s'inscrit dans le cadre de ses activités à l'occasion des vacances parlementaires. Le directeur du Fonds de développement du transport a été reçu par Hamza Diaby dans le magazine du dimanche. Il est revenu sur le projet de renouvellement du parc automobile. Voici un extrait. Le renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire est porté par une communication en Conseil des ministres en 2014 qui vise à renouveler 50 000 véhicules. Et ces 50 000 véhicules doivent être renouvelés sur la base d'une stratégie de financement qui met en face l'État de Côte d'Ivoire, Exim Bank Inde, qui est une institution de financement international, et une firme automobile indienne qu'on appelle Ashok Leyland.
Cette firme automobile a pour mission de livrer à l'État de Côte d'Ivoire 3600 véhicules. Et ces 3600 véhicules sont mis progressivement à la disposition des entreprises de transport, moyennant la mise en place de prêts en leur faveur. Et ce mécanisme constitue une composante à part, qui est la composante Exim Bank End à Shockland. Une seconde composante existe, qui est celle du mécanisme de la prime à la casse, que nous développons avec la Banque mondiale. Et ce mécanisme vise à permettre aux transporteurs de venir avec un véhicule ancien, et contre ce véhicule ancien, un nouveau véhicule lui est remis, et un prêt bancaire est mis en place, et à partir des recettes d'exploitation de son véhicule nouveau, il rembourse progressivement le prêt qui lui est mis en faveur. Et nous avons la dernière composante, qui est la composante des taxis, dont vous avez aujourd'hui l'exemple achevé à travers les taxis intelligents sur Abidjan depuis maintenant 3 mois. Et cette composante, elle est financée à partir d'un mécanisme de prêt qui est mis en place par le fonds de garantie du fonds avec les banques locales qui mettent à leur tour en place des prêts en faveur des entreprises de transport à charge pour elles de rembourser selon le terme convenu. Qu'est-ce qu'un géomètre expert et quel est son rôle dans la sécurisation foncière? Notre reporter Franck Adieu a tenté de répondre à ces questions. Il a pris part vendredi dernier à la prestation de serment de 6 nouveaux géomètres experts. Suivez son reportage. Ne pas se fier à leur tenue. Benoît et son collègue sont des géomètres et juste après la cérémonie, le consacrant désormais expert, Benoît ne peut résister à l'envie de jeter un œil sur la topographie du site, un certain pincement au cœur. Effectivement, l'ordre des géomètres experts n'est pas connu du tout en Côte d'Ivoire parce que l'ordre ne fait pas de publicité, ne fait pas d'activité pour que la population puisse le connaître. Et certaines personnes même ne savent pas qu'il y a un ordre des géomètres experts qui existe en Côte d'Ivoire, qui préfèrent donner leurs travaux à certains qu'on appelle communément les tâcherons. Vérifier la régularité du lotissement, puis constituer un dossier technique, un des éventails du métier de géomètre expert. Lui qui est au début de la création du titre de propriété, par la mesure et la confection du dossier pour enclencher le processus de création du titre foncier. Donc il doit maîtriser et le droit foncier et les mesures. En matière de technique des mesures, le géomètre expert est le seul, je peux dire, habilité à faire les délimitations des terres, délimitations des parcelles, à calculer les superficies. Tout son importance, même si le géomètre expert est un privé, il a une délégation de pouvoir qui certifie son action. L'État a fait délégation de pouvoir pour que le géomètre expert signe le document qui va permettre à un Ivoirien ou à tout usager d'obtenir son titre foncier. Donc c'est le premier pilier. Il y a un deuxième pilier qui est à l'administration, qui est le géomètre assermenté du cadastre, qui lui est un fonctionnaire de l'État, mais qui va techniquement contrôler le dossier que le géomètre expert qui est privé aura réalisé et qui fournit le bornage, qui fait le PV du bornage contradictoire. Ensuite, il y a le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques qui, lui, immatricule le terrain. Mais je dois préciser que ces personnalités de l'administration travaillent sous leur propre responsabilité, comme le géomètre expert. Un des plus vieux métiers du monde, 1700 ans avant Jésus-Christ, le métier est codifié en Côte d'Ivoire depuis le 3 août 1970. Ils étaient 34 géomètres experts en Côte d'Ivoire. Eh bien, depuis quelques jours, ils sont 40. 6 nouveaux géomètres experts ont prêté serment. Adama Sissé, saint de corps et d'esprit, je jure d'exercer la profession de géomètre expert. Prestation de serment et joie pour Benoît et ses amis. C'est un sentiment de joie. En même temps que c'est un sentiment de joie, mais c'est une lourde tâche qui nous attend sur le foncier. Donc on a intérêt à se concentrer et puis à faire ce qu'il y a à faire. Double satisfaction aussi pour le Conseil national de l'ordre des géomètres experts. Sera bientôt construite la maison des géomètres, comme pour donner une visibilité à une profession trop longtemps restée loin des projecteurs. C'est parti pour la 4e édition de la Foire Forum Carnaval de Bouaké. Ce rendez-vous culturel a été lancé par le ministre Anne-Désiré Ouloto. Durant une semaine, la capitale de la paix sera la vitrine de la recherche et de la diversité culturelle ivoirienne. On en sait plus avec Soro Corona. Prestation des danses traditionnelles venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire.
Démonstration du riche patrimoine culturel ivoirien à Bouaké à l'occasion de la 4e édition de la Foire Forum Carnaval. Bouaké va être pendant 4 jours la vitrine culturelle, touristique et gastronomique du pays. Ce rendez-vous culturel qui se veut annuel a été officiellement lancé par la ministre Anne-Désirée Ouloto. À travers la Foire Forum Carnaval, le maire veut faire de Bouaké une ville culturelle à l'instar de plusieurs autres villes. Djibo Nicolas a donc invité les populations à travailler pour son internationalisation. Ce acte 4 du carnaval de Bouaké, version post-crise, se veut comme la confirmation de notre volonté à redonner la culture, la place qui est la sienne dans le processus de repositionnement de notre cité. Cette volonté de rendre cet événement international se matérialise par la présence d'une délégation des Villeneuve-sur-Lot, une commune de France jumelle à celle de Bouaké depuis 60 ans. C'est important que cette ville, qui a toujours été une ville ouverte vers l'extérieur, eh bien, renaisse et s'ouvre aujourd'hui pleinement vers le monde et vers son avenir. Marraine de cette 4e édition, la ministre Anne-Désirée Ouloto a salué la renaissance de la Foire Forum Carnaval. Monsieur le maire, depuis 2015, vous avez entrepris de remettre le carnaval de Bouaké sur les rails et vous avez également entrepris de faire en sorte que cet événement soit à nouveau ancré dans l'histoire et dans l'esprit des Bouakéens et des Bouakéennes. Et vous avez multiplié les efforts. Aujourd'hui, je suis avec vous pour témoigner que Bouaké est revenu, Bouaké is back. Plusieurs innovations sont à noter pour cette 4e édition. Un festival de danse traditionnelle, un espace gastronomique et l'élection de la plus belle fille de la région de Bouaké. Un mot de religion, le Hadj 2018 se prépare. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a donné le coup d'envoi de l'édition 2018. Cette année, 6800 pèlerins ivoiriens sont attendus en Terre Sainte. Serge Koléa pour plus de détails. C'est parti pour les préparatifs du Hadj 2018. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a lancé l'opération de préinscription et d'inscription pour les pèlerins et les organisateurs privés du voyage en Terre Sainte. Il a surtout assuré tous les participants de l'engagement du gouvernement et du président de la République. Tous les acteurs étaient présents et cela a été l'occasion pour nous de leur faire des recommandations en termes de rigueur dans cette organisation pour toujours faire honneur à notre pays à l'extérieur de nos frontières. Et au niveau également de l'État, à l'instar de ce qui est fait pour toutes les autres confessions religieuses qui partent en pèlerinage, l'État apportera encore cette année son appui à la communauté musulmane et le prix du Hadj est maintenu à 2 millions de francs pour permettre au plus grand nombre de fidèles d'aller réaliser leurs vœux d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Cette année, a indiqué Messamba Bamba, directeur général des cultes, 6800 pèlerins ivoiriens sont attendus en Arabie Saoudite. Le commissariat a entrepris des formations au rite du Hadj sur l'ensemble du territoire national. Lancer donc un appel aux candidats au Hadj qu'ils suivent ces enseignements, qu'ils s'inscrivent dans les mosquées, c'est dans toutes les villes de l'intérieur. Donc une fois formés, je crois que le pèlerin n'a plus qu'à se concentrer sur l'adoration, sur la prière. Au nom du COSIM, le Conseil supérieur des imams, le cheikh Aïma Bouakari Fofana a exhorté les acteurs du Hadj à faire preuve de rigueur et de sérieux. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont environ 70 jours pour remplir les formalités et exigences administratives du Hadj. Ils sont invités à se mettre en règle du 5 mars au 14 mai prochain, date butoir.
Toujours en religion, près de 35 000 jeunes de différentes paroisses du diocèse d'Abidjan se sont retrouvés aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était à la faveur du Pelé Jeune 2018. Thème retenu cette année, Jeune avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité. Fidèle Aigné et Herman Guivet ont assisté pour vous à cette rencontre. À un stade, Félix Houphouët-Boigny archi-comble. Ce n'est pas un événement sportif qui rassemble autant. C'est la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan qui s'y est donné rendez-vous pour communier et marquer leur attachement au Christ. Ce rassemblement a un grand sens pour moi dans la mesure où ça me permet d'être en communion avec les frères et sœurs, d'apprendre de nouvelles choses au sein de ce groupe de jeunes-là et de me permettre aussi de vivre le thème de l'année qui est de vivre en solidarité et avec le partage. Nous savons que dans un stade, on vient gagner une victoire. Nous sommes venus gagner la victoire de Jésus. Nous sommes venus montrer à la Côte d'Ivoire que la jeunesse est debout autour de son archevêque pour gagner cette victoire de la solidarité, la victoire de la paix, pour prier pour la paix pour notre pays. Sur les raisons profondes d'un tel rassemblement, l'aumônier Eugène Awondji répond. L'idée, c'est de rassembler des jeunes en un même endroit pour prier ensemble et parler de Jésus-Christ et démontrer au monde entier que la jeunesse catholique est présente et que cette jeunesse catholique est consciente de son avenir, qu'elle peut se prendre en charge. Intervenant depuis Rome, l'archevêque Jean-Pierre Coutouan a exhorté les jeunes à être des ambassadeurs du Christ en étant des modèles. La deuxième édition du pèlerinage diocésain des jeunes d'Abidjan a eu pour thème « Jeunes avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité ». Faisons à présent le point de l'actualité internationale de la semaine. Ce 7 sur 7 est une sélection d'Herman Guivet. Une conférence pour le lac Tchad, organisée sur 3 jours par le gouvernement nigérien et l'UNESCO, s'est ouverte lundi à Abuja dans le but de lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation pour apporter de l'aide aux 40 millions de personnes qui dépendent de ce lac au carrefour entre le Sahel et l'Afrique centrale. L'ensemble du corps enseignant et le personnel administratif se préparaient mardi à la réouverture du lycée de Parkland, en Floride. 2 semaines après la tuerie qui y a fait 17 morts, le président américain Donald Trump s'est déclaré en faveur d'un relèvement de l'âge légal pour acheter certaines armes, évoquant même la possibilité extrêmement controversée d'autoriser le port d'armes pour certains enseignants. Dans la Ghouta orientale, ce fief proche de Damas, le régime a lancé le 18 février une campagne aérienne d'une rare intensité dans laquelle plus de 600 civils ont été tués, dont 147 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président en exercice du principal parti d'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, a été investi jeudi candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour les élections générales au Zimbabwe, mais la commission électorale n'a pas encore précisé la date du scrutin. Des attaques ont visé vendredi dernier l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou. Bilan de ces attaques, 8 morts parmi les militaires et 12 blessés en état d'urgence absolue. Le Premier ministre Paul Kabatieba a réaffirmé la volonté de son pays à lutter contre le terrorisme. Les attaques ont été revendiquées par le groupe pour le soutien de l'islam et les musulmans, dirigé par le Touareg malien Yag Haggali. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 4 mars, un groupe d'individus a tenté de forcer un barrage. 2 des assaillants se sont enfuis et un 3e a été capturé avant d'être finalement abattu. 2 policiers ont été tués dans l'explosion de leur voiture samedi dans le sud-est de la Colombie, une zone contrôlée d'après les autorités par des dissidents de l'ex-guérilla marxiste des FARC. Les Italiens ont commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives. Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, a voté à Milan. Plus de 46 millions d'électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote jusqu'à 23 h. Tous doivent élire 630 députés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À très bientôt.